Donc, bonjour à tous et à toutes. Il nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous parler de l'étape 5 du PRMHH, la stratégie de conservation. Donc, moi, c'est Marilyn Després-Einspänner et je suis accompagnée de mes collègues Marie-Lou Deschênes et Josiane Dion. Avant de débuter, quelques mots sur Éco-Corridor Laurentien. Notre vision, c'est de relier le Parc national d'Oka au Parc national du Mont-Tremblant par un réseau d'éco-corridors et d'aires protégées interconnectés qui traversent le territoire des Laurentides. Donc, pour y arriver, on accompagne les MRC, les villes, les municipalités, également les organismes de conservation. On travaille avec les propriétaires terriens en milieu forestier et agricole, puis on collabore avec les ministères et les universités. Donc, on aime dire qu'on connecte pas juste les milieux naturels entre eux, mais également les acteurs du territoire entre eux. Donc, l'intention de notre présentation aujourd'hui, c'est pas de répéter ce qui est indiqué dans le guide d'élaboration des PRMHH. On va couvrir les principes généraux de la stratégie assez rapidement. L'idée, c'est plutôt de se concentrer sur des outils, des exemples qui sont complémentaires à ce qui est inscrit dans le guide. 15 minutes de présentation, c'est peu. On va probablement dépasser un peu les 15 minutes, mais c'est ça, nos explications vont être plutôt sommaires. On vous invite à poser des questions suite à la présentation si vous souhaitez plus de détails sur ce qu'on présente. Donc, je commence. L'étape 5 du PRMHH. C'est le fun de voir avec le sondage que la plupart des gens, vous êtes déjà familiers avec la plupart des éléments à inscrire dans la stratégie. Puis, on va vraiment se concentrer dans la présentation sur des éléments concrets qui vont pouvoir vous aider, espérons-le. Donc, la stratégie de conservation vise les milieux humides et hydriques d'intérêt à protéger, restaurer ou utiliser de façon durable. On a identifié 3 grandes étapes pour y arriver. Donc, à partir des orientations et des objectifs que vous auriez identifiés aux étapes précédentes du PRMHH, donc vous avez déjà identifié ce que vous voulez accomplir, donc l'image claire de la destination à laquelle vous voulez vous rendre dans 10 ans. Eh bien, vous allez maintenant, dans la stratégie, identifier les différentes actions et les différentes stratégies pour arriver à cette destination. Donc, on va privilégier des stratégies à impact élevé qui sont faisables, donc au niveau des coûts, au niveau des ressources humaines et des partenaires qui sont nécessaires. Si on n'a pas les ressources humaines ni les partenaires, une stratégie, ça peut être d'aller les chercher, d'aller en chercher. Puis au niveau des risques également. Donc, ces 2 étapes-là se soldent avec la création d'un plan d'action sur 10 ans qui inclut des orientations, une portée géographique, des objectifs, des actions, des responsables pour chacune des actions, des partenaires, un échéancier. Également, on vous recommande d'avoir un budget, des livrables si c'est applicable, puis des indicateurs pour chacun des objectifs et des actions. Finalement, la 3e étape, la dernière étape, c'est d'établir des actions de suivi et d'évaluation du plan, spécifiquement au niveau des états des milieux humides et hydriques, des menaces que vous avez identifiées, puis également au niveau de l'efficacité des actions que vous allez mettre en place. Et ça va se solder avec des plans de suivi et d'évaluation qui comprennent des objectifs, des actions de suivi et d'évaluation, des indicateurs, une fréquence de suivi et d'évaluation, des activités de suivi et d'évaluation, des responsables, un échéancier et on vous recommande également d'avoir un budget disponible dans le suivi et l'évaluation. Donc, pour guider votre processus, on pense qu'il y a quelques questions que vous devriez vous poser, idéalement à plusieurs pour profiter de l'intelligence collective. Donc, quels résultats souhaitons-nous atteindre via cette stratégie? Quelle est la logique de notre intervention? Comment saurons-nous si la stratégie choisie va vraiment améliorer la situation ou atténuer les menaces? Comment saurons-nous que nous avons atteint notre cible avec la stratégie choisie? Puis, est-ce que le public cible et le changement de comportement souhaité sont bien connus et clairs? Donc ici, c'est de savoir qui est impliqué directement ou indirectement. C'est quoi les besoins, les motivations, les barrières à l'adoption d'un nouveau comportement? Puis qu'est-ce qui influence ou qu'est-ce qui influence ce public cible?
Donc, j'ai un petit coup de cœur pour les questions du point 5 parce qu'elles sont souvent oubliées et sont tellement importantes parce qu'en fait, la plupart de nos stratégies qu'on va viser, c'est des changements de comportement humain et que c'est essentiel de comprendre les publics avec lesquels on veut travailler et idéalement de les impliquer tout au long du processus. Donc, pour répondre à ces questions, il y a les standards ouverts pour la pratique de la conservation. Les standards, c'est une feuille de route claire qui peut vous aider à maximiser l'efficacité et l'efficience de votre projet de conservation. C'est un peu comme un livre de recettes qu'on peut choisir de suivre de A à Z, étape par étape, ou on peut choisir également de sélectionner quelques ingrédients de cette recette selon nos besoins. Donc, les standards ont été développés par des organismes et des agences de premier plan, donc sont utilisés partout à travers le monde. Ils se basent sur des définitions communes, notamment celle de l'UICN. C'est un processus collaboratif, documenté et transparent. Puis, le processus inclut également plusieurs outils d'évaluation, donc au niveau des menaces, au niveau des cibles de conservation, qui sont ici les milieux humides et hydriques. Puis, ces outils-là vont être utiles à prioriser des stratégies que vous allez inclure dans votre plan d'action. C'est un processus qui est axé sur les résultats et sur la théorie du changement. Donc, on va identifier des objectifs, des indicateurs, des stratégies en amont, puis on va venir les tester, puis faire le suivi de ces indicateurs-là. Donc, c'est un processus adaptatif et itératif. Puis finalement, il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Donc, il y a un guide, il y a un logiciel qui s'appelle Miradi pour vous aider, puis il y a également beaucoup d'exemples disponibles en ligne. Donc, avec les standards, on va se demander, une fois qu'on a identifié nos stratégies, comment on pense que cette stratégie va fonctionner. Donc, c'est quoi la logique de notre intervention? Ça peut sembler futile comme question, mais ça va nous permettre de sauver beaucoup de temps et d'argent, de ressources bien précieuses, puisqu'on teste rapidement chacune des hypothèses qui sous-tendent notre raisonnement. Donc, pour répondre à cette question, on va utiliser les connaissances acquises lors du diagnostic pour faire l'analyse du contexte des milieux humides et hydriques, des menaces et des stratégies de conservation à l'aide de modèles conceptuels, comme l'exemple que vous voyez ici. Et on va utiliser ces modèles-là pour questionner notre logique puis faire le suivi de nos actions. Donc, on travaille dans des écosystèmes naturels, économiques et sociaux complexes. Donc, comprendre le contexte pour développer des stratégies, surtout quand il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à une situation particulière, bien, ça aide à réfléchir puis à clarifier, à identifier les liens de causalité auxquels on doit porter attention et qui influencent la réussite ou l'échec de nos stratégies. Donc ici, on voit l'exemple d'un modèle qui cherche à protéger des corridors forestiers, où on a identifié le défrichage pour la construction de nouvelles maisons comme menace. On a identifié l'urbanisation rapide puis des mauvaises réglementations sur le zonage comme facteur qui contribue à cette menace-là. Puis on a choisi comme stratégie de promouvoir un zonage adapté à la conservation pour faire face aux menaces. Donc, on va alors traduire chaque étape de l'analyse du contexte en des résultats intermédiaires pour lesquels on va développer des objectifs précis. Donc, on a, comme vous pouvez le voir ici, un modèle qu'on va pouvoir venir tester, disons ici avec l'exemple 2022, 2024, à différentes étapes de notre stratégie, puis qu'on va pouvoir venir bonifier, modifier selon le succès de notre démarche. Donc, pour bien pouvoir tester notre modèle, parce que chaque étape logique de notre stratégie est maintenant claire, on va pouvoir identifier les indicateurs qui vont nous renseigner le plus sur le fait de savoir si nos actions vont ou pas avoir un impact. Donc, pour le suivi, l'idée, c'est vraiment d'identifier les indicateurs qui vont nous permettre de savoir si nous progressons dans nos actions. Donc, on va ensuite venir inscrire ces indicateurs dans un plan de suivi. On va prioriser ces indicateurs-là en fonction du budget qu'on a disponible pour faire le suivi. On vous recommande d'avoir au moins 5 à 10 de votre budget de mise en œuvre qui est dédié au suivi et à l'évaluation de votre plan.
Puis, vous allez identifier des méthodes de suivi, donc comment on va aller récolter les informations, puis qui s'occupe de le faire et quand. Puis finalement, ici, on voit un exemple de chacune de ces catégories. Voilà. Donc, une fois qu'on a identifié notre plan de suivi, on va procéder au plan d'évaluation, qui, lui, va s'opérer plutôt au niveau des menaces et des milieux qu'on vise par notre stratégie. Donc, ce plan-là de notre modèle conceptuel. Ici encore, pour chaque objectif, on va identifier des indicateurs d'évaluation. Puis l'idée ici, c'est de voir est-ce que nos actions ont été efficaces sur l'état des menaces et des milieux visés. Donc, la façon de procéder est assez similaire au plan de suivi avec quelques différences qui sont décrites dans le guide d'élaboration des PRMHH. Le guide présente aussi quelques moyens de conservation qui peuvent être mis en place. Je vais passer la parole maintenant à mes collègues Marie-Lou et Josiane qui vont vous présenter quelques exemples réels de stratégies pour chacune de ces catégories. Merci, Marilyn. Je vais donc enchaîner avec des exemples d'actions qui visent la protection et ou la restauration de milieux humides et hydriques. Première action, c'est la mise en œuvre d'une démarche de conservation volontaire en milieu privé, qui est une démarche qui se fait naturellement, habituellement avec des organismes de conservation. La conservation volontaire, en gros, c'est quand un propriétaire décide par lui-même de protéger, conserver son boisier ou sa terre qui est encore à l'état sauvage, par exemple, par des outils légaux ou simplement par un engagement moral qui est aussi bien. L'exemple que je vous présente aujourd'hui, c'est celui de la ville de Mirabel. La ville de Mirabel, on a un projet avec la ville, Éco-Corridor Laurentien, un projet de démarchage auprès des propriétaires fonciers pour lesquels leur propriété se trouve dans le corridor écologique prioritaire, donc qui ont des milieux naturels sur leur terrain qui sont importants pour la connectivité écologique. Par un projet de démarchage, en fait, donc on va visiter la propriété du propriétaire en sa compagnie, puis on fait une caractérisation sommaire, une caractérisation écologique sommaire de son terrain, puis on présente les attraits naturels aussi de sa propriété. Par ce projet-là, on fait donc de l'acquisition de connaissances, mais aussi donc, c'est ça, on fait de l'acquisition de connaissances sur les milieux, leur état, donc dans quel état ils sont. On observe la faune, la flore qui est présente, les espèces à statut s'il y en a, quels sont les peuplements forestiers, etc., donc d'autres habitats fauniques. Mais on sensibilise aussi le propriétaire à la conservation, la connectivité, puis on le sonde sur son intérêt ou pas à conserver. Puis, parfois, cette démarche-là peut mener à des projets de protection plus élaborés, comme des dons écologiques ou la création de réserves naturelles. L'autre action de type sensibilisation, maintenant, c'est la création d'une page web pour présenter de l'information vulgarisée là, sur les milieux humides et hydriques, par exemple, ou le plan d'action du PRMHH quand il va être approuvé par le ministère, ou d'autres informations pertinentes là, pour les citoyens. Il y a plusieurs MRC qui l'ont fait, là, ça, qu'ils le font en ce moment là, lors de l'élaboration de la démarche. Mais l'idée, ça serait de garder la page active et évolutive dans le temps, ce qui serait comme une source d'information pour les citoyens. Puis, ça leur permettrait aussi éventuellement de s'approprier un peu plus la présence des milieux humides hydriques sur le territoire de la MRC. Puis je vous présente l'exemple de la MRC de Kamouraska qui a mis en ligne une carte interactive sur les milieux humides d'intérêt identifiés, puis les autres complexes et d'autres éléments écologiques importants sur le territoire de la MRC. L'autre action, qui est plutôt de type développement, c'est d'accompagner les municipalités dans la création d'une fiducie d'utilité sociale ou d'utilité sociale pour la conservation des milieux humides d'intérêt ou la création d'un fonds spécifique pour protéger des terrains. L'exemple
l'exemple que je vous présente, c'est celui de la municipalité de Wentworth, qui a créé une fiducie et un fonds spécifique pour faire l'acquisition de terrains qui vont être mis sous la juridiction de la fiducie. La fiducie qui représente un patrimoine avec une vocation de conservation des milieux naturels à perpétuité. Donc, une fois que ces terrains-là se retrouvent sous la juridiction de la fiducie, ben, ils sont protégés à vie. L'autre action, maintenant de type réglementaire, c'est d'adopter un règlement qui décrète un programme de subvention d'éco-fiscalité pour appuyer les agriculteurs dans leurs bonnes pratiques environnementales. La ville de Sainte-Anne-des-Plaines a récemment adopté un règlement là, qui permet de subventionner ces agriculteurs sur son territoire pour leurs bonnes pratiques. Puis il y a des critères d'admissibilité au programme à respecter. Donc, pour avoir accès au programme, les pratiques, l'agriculteur doit démontrer que ces pratiques respectent, par exemple, l'intégrité des bandes riveraines sur au moins 60% de la superficie en culture. Puis on peut s'imaginer si on envisage ce type d'action-là pour un paramachage, bien il y a des critères qui pourraient être plus spécifiques à la restauration ou la protection des MHH, des milieux humides et hydriques. Une autre action de type réglementaire, c'est la création d'une affectation, conservation élaborée dans le schéma d'aménagement de la MRC. Il y a plusieurs MRC qui ont déjà une affectation conservation, mais là, ce serait d'aller un peu plus loin. Comme la MRC de la vallée de Richelieu a divisé son affectation conservation en 3 types selon les différents niveaux de protection des milieux. Donc, type 1, type 2, type 3. Par exemple, type 1, c'est pour les lieux qui sont prioritaires pour la protection, comme les écosystèmes forestiers, les refuges fauniques, les zones de conservation, mais on pourrait greffer à ça les milieux humides d'intérêt prioritaires pour la protection ou des zones de conservation, des zones de connectivité aquatique, par exemple, ou simplement rajouter un type 4. Il y a plusieurs possibilités. Chaque catégorie comporte des restrictions quant aux activités et usages permis. C'est tout retrouvé sous forme d'un tableau simple et facile à comprendre. Et finalement, des actions de type projet d'intervention, qui est l'action de créer un projet volontaire de contrôle et ou de surveillance des espèces exotiques envahissantes qui sont observées dans les milieux humides hydriques. On a l'exemple de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, dans son plan d'action contre la grille du frêne, a un projet de reboisement dans les zones forestières atteintes par la grille du frêne envisagée. Donc, si on l'adapte un peu pour les milieux humides et hydriques, bien, une espèce exotique envahissante qui pourrait être choisie, par exemple le phragmite qui aime particulièrement s'installer dans les milieux humides, les bords de l'eau, les fossés, en fait un peu partout. Donc, ce serait un projet qui pourrait viser le contrôle de cette espèce-là à des endroits précis ou des projets de surveillance d'un lac en collaboration avec une association ou les organismes de la région. Par exemple, la municipalité de Duhamel a monté un projet de gestion des risques d'introduction myriophylle IP dans les lacs de la municipalité. C'est une action un peu plus préventive à ce niveau-là. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. Merci, Josiane. Je vais essayer d'aller quand même rapidement. Moi, je vais parler plutôt des milieux humides et hydriques d'utilisation durable. C'est un concept qui peut paraître un peu flou. Il y a une bonne définition dans le guide d'élaboration qui donne des mots-clés. Donc, on parle d'utilisation soit d'une ressource biologique, d'un service écologique, de respecter la capacité de renouvellement et de minimiser l'impact sur les espèces ou les fonctions écologiques. Quand Marlène parlait tout à l'heure des standards ouverts pour la conservation, le fait de maintenir les services écologiques et la biodiversité, mais dans le fond, on peut considérer ça comme des résultats donc de notre stratégie, de nos actions. Donc, il faut garder ça en tête pour orienter le choix de nos actions. Il y a des concepts intéressants, des définitions dans la littérature. On peut, par exemple, penser à l'aire protégée d'utilisation durable au Québec, qui est catégorie 6 des aires protégées de l'UICN. L'utilisation durable, c'est aussi un des objectifs de la Convention sur la diversité biologique.
Donc, même si dans le cas des PRMHH, on ne parle pas d'air protégé à proprement parler, il y a quand même des concepts intéressants aussi, qui peuvent guider les actions et les stratégies. Le premier concept, c'est le fait que la conservation et les activités d'utilisation doivent être bénéfiques mutuellement. Après ça, on peut penser qu'il faut conserver une portion, une superficie, un pourcentage des milieux désignés d'utilisation durable en superficie naturelle. Et on veut suivre et évaluer, dans le fond, les services écologiques et la biodiversité. Donc, les actions choisies peuvent permettre soit de soutenir, d'encadrer, d'évaluer justement les pratiques durables. Donc, on garde en tête aussi le niveau de risque de la pratique sur le milieu pour justement minimiser les impacts sur les services écologiques puis la biodiversité. Puis, il faut encadrer, dans le fond, ces pratiques-là pour qu'elles soient reconnues et responsables. Donc, comme il est mentionné dans le guide, d'avoir en tête justement les listes d'activités exemptées qui sont soumises à une déclaration de conformité dans les différents règlements provinciaux. C'est d'autant plus important que si on ne veut pas avoir à compter justement ces milieux d'utilisation durable dans les pertes écologiques anticipées, comme il est question dans l'étape 5 du guide d'élaboration. C'est quoi une pratique durable ou une pratique qui est compatible avec l'utilisation durable? Il y a plusieurs catégories ici qui sont pas exclusives. Ça peut donner des idées. Je vais pas les lire en détail, mais je vais aller dans des exemples peut-être un petit peu plus concrets, là, comme Josiane. Donc, là, ici, c'est un exemple de type réglementaire. Il y a beaucoup d'exemples dans le guide aussi qui sont très inspirants. Là, on vous conseille d'aller les revoir. Mais ici, un exemple plus local, c'est la ville de Mont-Tremblant avec son plan d'action en environnement qui parle de modification des normes d'aménagement pour assurer une meilleure gestion des chemins forestiers de manière à réduire l'érosion. Donc, ça fait partie des actes d'action qui encadrent justement les pratiques dans les milieux humides d'utilisation durable. On peut passer, merci. Le PRMHH de la MRC d'Arthabasca, qui est disponible en ligne, propose des actions de développement en lien avec les pratiques durables. Donc, l'une des actions, c'est d'assurer l'adoption de pratiques d'utilisation durable sur 20% du territoire d'ici 2032. Et l'une des actions qui a été choisie pour répondre à cet objectif-là, c'est d'identifier et mettre en valeur les milieux humides, hydriques et naturels récréo-touristiques. Donc, c'est le développement du potentiel récréo-touristique des MHH pour soutenir une utilisation durable également de ces milieux-là. Dans les OCMHH d'Abrina, on a un objectif de sensibilisation, donc mettre en place des activités de formation, d'amélioration de compétences et sensibilisation en matière de milieux humides et hydriques pour pour tous les secteurs d'activité. Des actions qui pourraient être en lien avec ces objectifs-là, qui pourraient être inclus dans une stratégie, c'est de développer des outils spécifiques, par exemple, à chacun des publics cibles, puis comme Marilyn parlait, là, justement, de bien connaître ces publics cibles-là au niveau de votre stratégie. Donc, on pourrait penser à des producteurs forestiers, des agriculteurs, des citoyens qui demeurent en rive des lacs. Encore une fois, c'était une action de soutien des pratiques durables et d'adoption de pratiques durables. Et le dernier exemple, c'est la question de connaissance. Donc, la municipalité de Saint-Anne-des-Lacs a fait un portrait des milieux humides sur son territoire il y a quelques années. Ils en ont profité pour évaluer leur valeur écologique, mais également les services écologiques rendus, puis associer une valeur monétaire à ces services-là. Donc, il faut connaître, c'est sûr, les services écologiques et la biodiversité pour faire un suivi dans le temps. Donc, c'est sûr que la question de connaissance, c'est primordial pour évaluer l'impact des pratiques sur le milieu naturel puis déterminer si les pratiques sont durables à moyen et long terme. Puis, on vous recommande fortement d'inclure ces actions-là d'acquisition de connaissances qui vont permettre d'évaluer, oui, les pratiques, mais l'efficacité des actions puis également l'atteinte des objectifs. Tout ça pour savoir s'il y a un maintien des services écologiques et de la biodiversité. Merci Marilyn, excuse-moi. Puis pour conclure, dans le fond, ce qu'on vous recommande, c'est de vous doter d'un cadre d'analyse transparent, d'avoir une réflexion sur l'efficacité de vos actions en amont, de documenter votre processus et pourquoi vous avez choisi ces actions-là. Assurez-vous d'avoir des outils en place pour le suivi de votre stratégie, que vos actions répondent à vos objectifs. De garder une flexibilité pour évoluer au fil du temps, notamment dans le plan d'évaluation, c'est ça qui est mentionné. Et d'impliquer les parties prenantes, idéalement, tout au long du processus, également. Ici, on a mis des liens de la documentation, si jamais vous voulez peut-être consulter pour vous inspirer dans le choix de vos actions. Et finalement, on vous remercie de votre écoute et merci beaucoup à Abrina de nous avoir invités aujourd'hui. Et on est disponible, bien sûr, pour répondre à toutes les questions.